Dans les tavernes enfumées du port de Naha, lorsque la nuit tombe et que les lanternes de papier se balancent au gré du vent salé, les vieux marins d'Okinawa se rassemblent autour de verres d'awamori. C'est alors, quand l'alcool de riz délie les langues et que les ombres dansent sur les murs patinés par le temps, que ressurgit invariablement la même histoire. Une histoire que chaque pêcheur connaît, mais qu'aucun n'ose raconter à voix haute en plein jour. Il l'appelle Shinen no Shima, l'île des profondeurs, l'île de l'abîme. Certains la nomment aussi Kierushima, l'île qui disparaît, ou encore Shinokag, l'ombre de la mort. Mais quel que soit le nom qu'on lui donne, la peur qu'elle inspire reste la même, viscérale, transmise dans le sang même des générations de marins qui ont sillonné les eaux tourmentées de la mer de Chine orientale. Shinen no Shima n'existe sur aucune carte maritime officielle. Les cartographes les plus expérimentés, ceux qui ont passé leur vie à tracer les contours précis des archipels du Pacifique, jurent que ces eaux ne recèlent aucune terre émergée. Pourtant, les témoignages s'accumulent depuis des siècles, avec une constance troublante qui défie toute logique. L'île apparaîtrait toujours dans la même région approximative, quelque part au large d'Okinawa, dans un triangle maritime délimité par les coordonnées 26° N et 128°. Une zone réputée pour ses courants traîtres et ses brumes soudaines. Mais contrairement aux îles conventionnelles, Shinen no Shima ne respecte aucune loi géographique connue. Elle se manifeste selon sa propre volonté, choisissant ses témoins avec un discernement qui glace le sang. Les archives les plus anciennes mentionnant l'île remontent au XVIIe siècle, dans les registres tenus par les moines bouddhistes du temple Shurijo. Ces documents relatent les récits de marins commerçants qui juraient avoir aperçu une terre maudite surgissant des brumes, comme la colère des kami des profondeurs. Au XIXe siècle, les témoignages se multiplièrent. En 1847, le navire marchand Kumanomaru disparut corps et biens dans la région. 3 jours plus tard, des pêcheurs découvrirent l'épave échouée sur les récifs de corail, la coque intacte mais étrangement vide. Les marchandises étaient toujours à leur place, soigneusement arrimées, comme si l'équipage avait simplement cessé d'exister. Le récit le plus détaillé de cette époque nous vient du capitaine Hiroshi Yamamoto, commandant du Umi no Tsubasa. En 1863, son journal de bord relate une rencontre qui marqua à jamais l'histoire maritime d'Okinawa. Le 23e jour du 9e mois, alors que nous naviguions par temps clair vers les îles Senkaku, une brume épaisse comme de la soie grise s'éleva soudain des flots. En l'espace de quelques minutes, notre navire fut enveloppé d'un voile opaque qui semblait absorber jusqu'au bruit de nos voix. C'est alors qu'elle apparut. Une masse sombre, imposante, qui se dressait devant notre proue comme une montagne, surgissant de l'océan. Mes hommes reculèrent d'instinct. L'île dégageait une aura si menaçante que même les mouettes qui suivaient habituellement notre sillage avaient disparu. Ces falaises, d'un noir de jais, montaient vers un sommet invisible, perdu dans la brume persistante. Mais ce qui glaça notre sang, ce fut le silence absolu qui régnait autour d'elle. Pas un clapotis, pas un murmure de vent. Même les vagues semblaient mourir avant d'atteindre ses rivages, comme si la mer elle-même refusait de la toucher. Tous les témoignages concordent sur l'aspect physique de Shinen no Shima. L'île se présente comme un massif rocheux abrupt, dominé par des falaises qui semblent taillées dans une roche plus noire que l'obsidienne. Ses parois verticales ne reflètent aucune lumière, absorbant même les rayons du soleil comme un puits sans fond. L'île est invariablement enveloppée d'une brume dense et persistante qui ne se dissipe jamais complètement. Cette brume, décrite comme ayant une consistance presque palpable, semble posséder des propriétés physiques anormales. Elle colle à la peau, laissant une sensation d'humidité glacée qui persiste des heures après avoir quitté la zone. Plus troublante encore, cette brume paraît dotée d'une forme d'intelligence primitive. Elle se déplace contre le vent, forme des spirales impossibles et semble parfois dessiner des formes reconnaissables, visage grimaçant, mains tendues,
silhouettes humanoïdes qui se dissolvent dès qu'on tente de les fixer. Les rares explorateurs ayant réussi à fouler le sol de l'île décrivent une flore d'une beauté morbide. Les arbres, appartenant à des espèces qu'aucun botaniste n'a jamais répertoriées, présentent des troncs tordus dans des angles impossibles. Leurs feuilles, d'un vert si sombre qu'il en devient presque noir, sont recouvertes d'une pellicule visqueuse qui dégage une odeur nauséabonde de chair en décomposition mêlée à l'encens de temple. Le silence de Shinen-no-shima n'est qu'apparent. Ceux qui ont passé du temps sur l'île rapportent une cacophonie subtile mais terrifiante. Des murmures dans une langue inconnue qui semble provenir du sol lui-même, des gémissements étouffés portés par une brise inexistante, et parfois des rires d'enfants qui résonnent depuis les profondeurs de la forêt maudite. En 1954, l'histoire de Shinen-no-shima prit une tournure particulièrement dramatique avec le témoignage de Kenji Sato, un pêcheur de 43 ans réputé pour sa sobriété et son honnêteté. Le 15 octobre 1954, Kenji embarqua avec 5 compagnons à bord du Koinokawa pour une campagne de pêche au thon rouge. Le 3e jour de leur périple, une tempête d'une violence inouïe s'abattit sur leur embarcation. Pendant 14 heures, les 6 hommes luttèrent pour maintenir leur navire à flot. Le moteur rendit l'âme vers minuit, les plongeant dans une dérive terrifiante. À l'aube, quand la tempête s'apaisa, ils découvrirent que leur bateau avait été gravement endommagé et leurs instruments de navigation détruits. C'est vers midi que l'île apparut. D'abord, ce ne fut qu'une ombre dans la brume, si ténue qu'ils crurent à un mirage. Puis, progressivement, la masse sombre prit forme, révélant des contours qui glacèrent le sang de Kenji. « Je sus immédiatement que nous étions perdus », confia-t-il plus tard. Cette île, elle n'était pas naturelle. Elle irradiait une malveillance si palpable que mes compagnons se mirent à prier à voix basse. Mais nous n'avions pas le choix. Notre bateau coulait et c'était notre seule chance de survie. L'accostage fut cauchemardesque. Dès que leur embarcation toucha le sable noir de la plage, une sensation d'oppression s'abattit sur eux. L'air semblait plus dense, plus difficile à respirer. Malgré leur appréhension, la nécessité les poussa à explorer l'île. Ils établirent un campement près d'une source d'eau claire au goût métallique dérangeant. C'est quand la nuit tomba que l'horreur véritable commença. Les murmures débutèrent vers minuit. Les sons semblaient provenir du sol lui-même, comme si des milliers de voix chuchotaient depuis les profondeurs de la terre. Vers 2 heures du matin, ils aperçurent des silhouettes humanoïdes entre les arbres, immobiles comme des statues, qui disparaissaient dès qu'on les fixait. À l'aube du 4e jour, Kenji constata avec horreur que l'un de ses compagnons avait disparu. Son sac de couchage était intact, ses affaires soigneusement pliées, mais l'homme avait tout simplement cessé d'exister. Ses traces s'arrêtaient net à 3 mètres du campement, comme s'il s'était volatilisé. Un par un, ses compagnons disparurent dans les mêmes conditions mystérieuses. Seul désormais, Kenji sombra dans une forme de folie lucide. Il passa 2 jours entiers sur la plage, parlant aux ombres, négociant avec les murmures, suppliant l'île de le laisser partir. C'est au 3e matin qu'un miracle se produisit. La brume se leva soudainement et son bateau, mystérieusement réparé, flottait paisiblement près du rivage. Alors qu'il s'éloignait, il osa un regard en arrière. Ce qu'il vit le hanta jusqu'à sa mort. Ses 5 compagnons se tenaient sur la plage, immobiles, le regardant partir avec des yeux vitreux et des sourires impossibles. Quand Kenji atteignit le port de Naha 3 jours plus tard, il était méconnaissable. Ses cheveux avaient blanchi intégralement, son visage portait les stigmates d'une terreur indescriptible. Au fil des semaines qui suivirent, son état mental se dégrada rapidement. Il refusait de dormir, affirmant que il venait le chercher dans ses rêves. Le plus troublant était sa manie de fixer intensément les visiteurs, comme s'il cherchait quelque chose dans leurs yeux. « Ils m'ont regardé trop longtemps », répétait-il inlassablement. Le 3 novembre 1954, exactement 21 jours après son retour, sa femme le découvrit mort dans leur lit.
Aucune trace de violence, mais ses yeux étaient grands ouverts, dilatés par une terreur absolue. En 1987, l'Institut océanographique de Tokyo lança une mission scientifique pour explorer les mystères des fonds marins autour d'Okinawa. Le submersible Shinkai 2000 fut déployé dans la zone où Kenji prétendait avoir rencontré l'île fantôme. À 1200 mètres de profondeur, ils découvrirent une formation rocheuse extraordinaire, une paroi verticale parfaitement lisse d'une couleur noire, absolue. Plus troublant encore, cette paroi était constellée de formes blanches qui évoquaient irrésistiblement des visages humains. Des dizaines de visages figés dans la pierre, tous tournés vers le haut. Ce qui suivit défie toute explication rationnelle. Plusieurs témoins à bord du navire-mère jurèrent avoir vu les yeux de ces visages de pierre s'ouvrir lentement. À 15h47 précise, le contact radio avec le submersible fut brutalement coupé. Les dernières images montraient la paroi rocheuse qui semblait onduler, les visages bougeant dans une danse macabre impossible. Le submersible ne fut jamais retrouvé, avalé par les profondeurs comme s'il n'avait jamais existé. Aujourd'hui encore, personne ne sait si l'île des profondeurs existe réellement. Les théories ne manquent pas. Illusions d'optique, hallucinations collectives, gaz toxiques émanant des fonds marins. Pourtant, aucune explication ne parvient à rendre compte de tous les aspects du mystère. Les pêcheurs d'Okinawa refusent toujours de naviguer dans cette zone. Il existe une croyance locale. Si l'on croise l'île, il ne faut jamais la regarder trop longtemps. Car à l'instant où vos yeux s'attardent, quelque chose là-bas s'en rend compte. Et à partir de ce moment, c'est l'île qui vous observe. Un vieux proverbe des pêcheurs d'Okinawa résume la peur de tout un peuple. Mieux vaut se perdre en mer que de poser le pied sur l'île qui n'existe pas. Car une fois que vous l'avez vue, une fois que vous avez croisé ces falaises sombres dans la brume, il est déjà trop tard. Dans les étendues du désert yéménite, au cœur de la province reculée d'Al-Mahra, s'ouvre une béance terrifiante que les populations locales évitent depuis des millénaires. Ce gouffre impressionnant, mesurant 100 mètres de profondeur et s'étalant sur près de 30 mètres de largeur, porte le nom redoutable de puits de Barout. Mais les habitants du désert l'appellent d'un surnom bien plus glaçant, le puits de l'enfer. Cette appellation n'est pas le fruit du hasard, car ce nom inspire une terreur si profonde que beaucoup refusent même de le prononcer à voix haute, craignant d'attirer sur eux quelque malédiction ancestrale. Pour les communautés bédouines qui parcourent ces terres arides depuis des générations, le puits de Barout n'est pas une simple curiosité géologique. Dans leur imaginaire collectif, profondément marqué par les traditions islamiques et le folklore arabe, ce gouffre représente bien plus qu'un accident de la nature. Selon leurs croyances séculaires, ce trou béant aurait été créé par Dieu lui-même, dans un dessein précis et terrifiant. Servir de prison éternelle aux djinns les plus maléfiques et dangereux. Ces créatures invisibles, issues de la mythologie arabe, peuvent être bienveillantes mais sont souvent décrites comme malveillantes et capables d'influencer le monde des humains de façon néfaste. La légende raconte que ce puits constitue une connexion directe avec les flammes de l'enfer, un passage interdit entre notre monde terrestre et les royaumes infernaux. Cette croyance s'est transmise de père en fils à travers les siècles, alimentée par une multitude de témoignages troublants. Les habitants du désert affirment que des phénomènes inexpliqués se manifestent régulièrement autour du gouffre. À la tombée de la nuit, quand le silence du désert devient oppressant, des gémissements plaintifs et des cris déchirants sembleraient s'élever des profondeurs obscures. Une odeur pestilentielle, comparable à celle des œufs pourris ou de la chair en décomposition, s'échapperait du puits par intermittence, empoisonnant l'air alentour. Plus troublant encore, certains témoins jurent avoir aperçu des ombres mouvantes s'élevant du gouffre, comme si des présences invisibles tentèrent de s'en échapper. Des lueurs étranges, d'un éclat bleuâtre ou verdâtre, auraient été observées dansant au-dessus de l'ouverture lors des nuits sans lune. Ces apparitions mystérieuses renforcent la conviction locale que le puits abrite des forces surnaturelles hostiles. La peur est si ancrée dans les mentalités que les populations considèrent le site comme définitivement maudit. Approcher le puits, même accidentellement, est réputé attirer la malédiction et le malheur sur l'imprudent et sa descendance.
Cette terreur collective a préservé le puits de Baroud de toute exploration sérieuse pendant des siècles. Aucun habitant n'osait s'aventurer près du gouffre, encore moins y descendre. Le lieu était devenu un tabou absolu, une frontière invisible mais infranchissable entre le monde des vivants et celui des esprits maléfiques. Cette situation a perduré jusqu'à ce que la curiosité scientifique moderne vienne défier les croyances ancestrales. En 2021, marquant un tournant historique dans l'histoire de ce lieu mystérieux, une équipe particulièrement courageuse et déterminée de spéléologues omanais expérimentés, dirigée par des experts reconnus dans l'exploration des cavités souterraines les plus dangereuses du monde arabe, a pris la décision audacieuse et révolutionnaire de braver ouvertement les superstitions séculaires pour percer enfin le mystère du légendaire puits de l'enfer. Ces explorateurs chevronnés et méthodiques, rompus aux techniques de descente en rappel dans les environnements les plus hostiles et équipés du matériel de pointe le plus sophistiqué disponible sur le marché international, incluant des cordes de sécurité ultra résistantes certifiées pour supporter plusieurs tonnes, des caméras haute définition étanches capables de fonctionner dans l'obscurité totale, des éclairages LED de puissance industrielle, des instruments de mesure de la qualité de l'air, des détecteurs de gaz toxiques, des appareils de communication satellite et des équipements de premier secours complets, ont méticuleusement entrepris la descente périlleuse et historique vers les entrailles mystérieuses de la terre yéménite. Leur objectif scientifique était à la fois simple dans sa formulation et révolutionnaire dans ses implications. Atteindre physiquement le fond tant redouté du puits maudit et documenté rigoureusement, avec la précision et l'objectivité de la méthode scientifique moderne, ce qu'ils allèrent découvrir dans ces profondeurs inexplorées que l'humanité n'avait jamais osé fouler. La descente s'avéra longue et éprouvante. À mesure que l'équipe s'enfonçait dans l'obscurité totale du gouffre, l'atmosphère devenait de plus en plus oppressante. L'air se chargeait d'humidité et d'une odeur fétide persistante, proche de celle du soufre ou des œufs pourris, probablement due à la stagnation de l'eau souterraine et à la présence de gaz naturels accumulés au fil des siècles. Cette puanteur, bien réelle, expliquait en partie les témoignages locaux concernant les odeurs nauséabondes s'échappant du puits. Après une descente périlleuse d'une centaine de mètres dans ce boyau rocheux hostile, les spéléologues touchèrent enfin le fond tant redouté. Ce qu'ils découvrirent bouleversa totalement les croyances millénaires. Aucune trace de flamme infernale, aucun démon enchaîné, aucune porte vers l'enfer. À la place, ils trouvèrent un paysage souterrain d'une beauté saisissante et d'une richesse géologique exceptionnelle. Le fond du puits abritait un lac d'eau souterraine aux eaux sombres et mystérieuses, alimentées par des infiltrations séculaires. D'imposantes stalactites, certaines atteignant plusieurs mètres de longueur, pendaient du plafond rocheux comme des draperies de pierre sculptées par le temps. Ces formations calcaires témoignaient de milliers d'années d'activité géologique lente et patiente. Plus surprenant encore, cet environnement isolé avait développé son propre écosystème. Les explorateurs observèrent avec fascination plusieurs espèces animales qui avaient trouvé refuge dans ce monde souterrain. Des serpents adaptés à l'obscurité, des insectes aux caractéristiques uniques, et même des oiseaux qui semblaient nichés dans les anfractuosités de la roche. Cette découverte remarquable démystifiait en partie les légendes locales, révélant que le puits de Baroud était avant tout une merveille géologique naturelle plutôt qu'un portail vers l'enfer. Cependant, l'exploration de 2021 n'a pas résolu tous les mystères. De nombreuses questions scientifiques demeurent sans réponse et alimentent encore les spéculations. L'origine exacte de cette formation géologique spectaculaire reste largement inexpliquée. Comment s'est formé ce gouffre massif ? Quelle est la profondeur réelle du système souterrain, qui pourrait s'étendre bien au-delà de ce que les premiers explorateurs ont pu observer ? Le lac découvert au fond n'a pas encore fait l'objet d'études approfondies. Sa composition chimique, son origine, sa connexion éventuelle avec des réseaux aquifères souterrains plus vastes restent des énigmes. La faune observée mériterait également des recherches biologiques poussées pour comprendre comment ces espèces se sont adaptées à cet environnement si particulier. Plus troublant encore, malgré les explications rationnelles apportées par l'exploration scientifique,
Les phénomènes inexpliqués continuent d'être rapportés par les populations locales et même par certains visiteurs contemporains. Les témoignages persistent concernant des sensations étranges ressenties aux abords du puits, vertiges soudains et inexpliqués, malaise physique sans cause apparente, visions troublantes, impression de présences invisibles. Certaines personnes décrivent une force magnétique mystérieuse qui semble les attirer irrésistiblement vers le vide, comme si le gouffre exerçait une influence psychologique puissante sur ceux qui s'en approchent. Les nuits sans lune, des témoins affirment encore observer des lueurs fantomatiques émanant de l'ouverture du puits, comme si les profondeurs respiraient une lumière surnaturelle venue d'ailleurs. Ces phénomènes lumineux, s'ils sont réels, pourraient avoir des explications naturelles liées au gaz souterrain ou aux propriétés minéralogiques des roches, mais ils n'ont pas encore été étudiés scientifiquement de manière approfondie. Face à ces énigmes persistantes, diverses théories émergent pour tenter d'expliquer les phénomènes rapportés. Certains chercheurs évoquent la possibilité de perturbations géomagnétiques locales qui pourraient affecter le système nerveux humain et provoquer des sensations de vertige ou de malaise. D'autres scientifiques suggèrent que des émanations gazeuses souterraines, peut-être riches en composés sulfurés ou en autres substances chimiques, pourraient altérer les perceptions et provoquer des hallucinations chez les personnes sensibles. Les théories les plus audacieuses, souvent défendues par des chercheurs alternatifs, proposent que le puits de Barut constitue un vortex énergétique particulier, une zone où les champs magnétiques terrestres subiraient des perturbations inhabituelles. Selon cette hypothèse, ces anomalies énergétiques pourraient expliquer les sensations étranges rapportées par les visiteurs et peut-être même les phénomènes lumineux nocturnes. Enfin, les plus mystiques maintiennent que le folklore local pourrait contenir une part de vérité métaphorique. Le puits pourrait effectivement constituer une sorte de passage ou de portail, non pas vers l'enfer au sens littéral, mais vers une dimension de réalité différente de notre expérience ordinaire. Cette interprétation perpétue l'héritage culturel des djinns tout en tentant de concilier tradition et modernité. Quoi qu'il en soit, le puits de Barut continue de fasciner et de défier notre compréhension. Il incarne parfaitement cette tension éternelle entre la raison scientifique et l'imaginaire collectif, entre les explications rationnelles et les mystères qui résistent à l'analyse. Ce gouffre nous rappelle avec force que notre planète recèle encore des lieux capables de défier notre compréhension, des endroits où le réel et l'imaginaire se mélangent de façon troublante. Entre la peur ancestrale transmise par les générations bédouines, la curiosité scientifique moderne qui pousse à l'exploration, et les mystères qui persistent malgré les découvertes, le puits de Barut reste suspendu dans une ambiguïté fascinante. Est-ce simplement une merveille géologique encore mal comprise par la science, ou cache-t-il véritablement des secrets que nous ne sommes pas encore prêts à accepter ou à comprendre? Le mystère du puits de l'enfer demeure entier, oscillant entre la dure réalité des roches et des formations géologiques d'une part, et l'éternelle fascination humaine pour l'inconnu et l'inexpliqué d'autre part. Cette ambiguïté perpétuelle, cette impossibilité de trancher définitivement entre l'explication rationnelle et le mystère persistant, fait sans doute du puits de Barut l'un des lieux les plus énigmatiques et les plus troublants de notre monde contemporain.